Bonjour à toutes et à tous. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Simon Virlogeux. Malheureusement, je ne vais pas avoir le plaisir de vous présenter, je vais vous laisser le faire, vous le ferez mieux que moi. Donc je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. 1, 2, 2, ouais. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Donc oui, moi je suis Simon Virlogeux, certains d'entre vous me connaissent parce que je vous ai déjà eu en cours ou dans d'autres formats. Pour me présenter rapidement, moi je viens de l'université, j'ai fait des études de sociologie, l'équivalent d'un master 2 recherche, un truc qui s'appelait DEA, alors, qui n'existe plus. Et suite à ça, je suis devenu consultant, je faisais de l'expertise de politique publique. J'étais spécialisé dans tout ce qui était politique de la ville. Pour les Lyonnais, j'ai notamment travaillé sur les grosses opérations de démolition, reconstruction dans les quartiers politiques de la ville autour de Lyon, et notamment à la Duchère, dans le 9e arrondissement. Et puis j'ai travaillé sur d'autres dossiers, sur de la discrimination, etc. J'ai été consultant indépendant un tout petit moment. Et puis les hasards de la vie ont fait que je suis devenu directeur d'une ONG qui faisait du développement à l'international. J'ai été directeur de cette ONG pendant 5 ans, où on a travaillé à cette époque-là, plus précisément en Roumanie et à Madagascar. Et en fait, on a travaillé en Roumanie puisqu'on était opérateur d'une coopération décentralisée entre la métropole de Lyon et une commune de Roumanie qui s'appelait Timca. C'était un programme un petit peu en réaction avec la présence des Roms sur le territoire grand lyonnais, qui était un truc à l'époque qui était assez nouveau. Et en fait, c'est comme ça aussi que j'ai fait du réseau en fait, dans les politiques localement, dans le milieu politique. Et puis au bout de 5 ans en ONG, en fait, ce qu'il faut savoir en ONG, surtout quand vous êtes à la tête d'une petite ONG, c'est que vous passez 75% de votre temps à chercher de l'argent. Alors bon, c'est intéressant, mais au bout de 5 ans, voilà, j'avais un peu envie de faire autre chose que d'aller remplir des dossiers et aller embêter des gens pour qu'on me fasse des chèques, parce que c'est un côté assez frustrant. Et donc, à la faveur des municipales de 2014, je suis devenu directeur de cabinet de la mairie du 9e arrondissement de Lyon. Mairie d'arrondissement où je suis resté 3 ans. Et à la faveur d'une campagne pour les législatives, j'ai atterri à l'Assemblée nationale, où je suis resté 7 ans. Et 7 ans, alors il y a eu un tout petit gap de 6 mois, mais 7 ans à la Commission des Affaires étrangères. Parce que moi, ce qui m'intéressait aussi dans le fait d'aller travailler à l'Assemblée nationale, c'était aussi de porter les enjeux de solidarité internationale et notamment d'aide publique au développement. Donc j'ai plus particulièrement travaillé sur ces sujets pendant ces 7 ans, après avec tous les sujets politiques qui passaient à l'Assemblée, mais disons que c'était ça un petit peu mon cheval de bataille. Merci beaucoup. Alors, une question peut-être un peu plus générale, mais comment est-ce qu'on devient collaborateur parlementaire? Est-ce que ça se fait parce qu'on est engagé dans un parti et qu'on est réattribué, entre guillemets, à un élu? Est-ce que ça se passe quand on connaît une personne qui vient d'être élue? Ça se passe comment concrètement? Pour moi, ça a été un hasard. Du coup, c'est le hasard des rencontres. Donc, en étant directeur d'ONG, j'ai rencontré un élu qui s'est présenté à la mairie de Lyon et puis ensuite qui s'est présenté à la députation. Effectivement, en général, c'est des questions de réseau, c'est plutôt quand vous êtes investi dans un mouvement ou dans un parti politique. Mais ça peut se faire aussi de manière beaucoup plus contextuelle, c'est-à-dire que, très honnêtement, si vous voulez devenir collaborateur politique, il vaut mieux être engagé dans quelque chose qui ressemble à un mouvement politique, ça aide beaucoup, hein, on va pas se le cacher. Surtout que les mouvements politiques sont très contents de voir des jeunes qui tapent à la porte, parce qu'en général c'est une denrée rare. Donc il faut vraiment faire du réseau et en tout cas être engagé au sens large du terme. Là, moi, ça allait bien parce que j'avais la double casquette ONG, parce que quand vous travaillez en ONG aussi, vous êtes vraiment beaucoup en rapport avec les élus. Et notamment, moi, j'ai été en rapport avec les élus des gouvernements dans les pays où on intervenait, les élus locaux, et puis vous faites du lobbying aussi pour un certain nombre de choses. Donc c'est des domaines qui sont connexes. Mais oui, il vaut mieux être engagé dans un parti politique. C'est le plus simple, en fait. Et le mieux, c'est de participer à des campagnes.
législatives. Puisque il y a une prime à la présence dans le milieu politique. C'est celui qui est là qui a le poste. C'est pas forcément celui qui a le plus de compétences, c'est pas la personne qui va être la plus motivée, c'est la personne qui est là quand l'élu il a besoin de quelqu'un. Donc il faut être présent, même à des choses où vous n'avez pas grand-chose à faire, où vous vous ennuyez un peu, mais il faut être là. Et donc quand il y a un poste qui se libère, quand il y a un élu qui a besoin de quelqu'un, hop, il prend celui qui est autour de lui. Voilà vraiment un parcours plus que remarquable. Cependant, au vu de vos études en sociologie, rien ne vous destine à la politique. Comment en êtes-vous arrivé vraiment à faire de la politique à la suite de vos études ? Alors, la sociologie, effectivement, ne prédestine pas forcément à la politique, mais n'est pas si éloignée que ça de ce monde-là, puisqu'il y a tout l'aspect quand même sociologie électorale et sociologie politique qui, à mon sens, est quand même très utile et très pertinent pour comprendre le monde dans lequel on vit, et notamment quand vous êtes en campagne électorale, pour savoir à qui s'adresser et comment. Parce que c'est bien en segmentant votre audience d'électeurs que vous arrivez quand même à les motiver, et pour ça c'est du savoir sociologique qu'il faut. Après, de manière plus générale, moi j'ai toujours été quelqu'un avec une sensibilité politique. Donc, la politique c'est toujours quelque chose qui m'a intéressé, sauf qu'à un moment donné j'en avais marre d'être sur mon canapé à gueuler devant la télé, parce que bon, c'est satisfaisant un petit moment, mais à un moment donné, j'ai eu envie d'aller plus loin et d'essayer de faire, plutôt que d'être un petit peu prisonnier de cette... parce que c'est la colère, moi, qui m'a amené à la politique. C'est pas, voilà, c'est surtout la colère qui m'a amené à la politique, donc j'ai eu envie d'essayer d'en faire quelque chose. Très bien, merci beaucoup. Aujourd'hui, nous allons également beaucoup parler du livre que vous avez écrit en cette fin d'année 2024, qui se nomme « Guide du collaborateur politique en milieu hostile ». Donc nos questions vont énormément s'argumenter autour de ce livre. Je vais commencer. À travers ce livre, vous déclarez « Essayez de vouloir laisser une carte, ne préjugeant pas du périple, mais évitant une mort prématurée. Ainsi, pensez-vous réellement que les personnes comme vous, les transfuges, comme vous décrivez, se dirigent vers une mort prématurée du fait de leur acculturation à la vie politique ?» Oui, ça peut arriver. Moi, j'ai vu des gens qui étaient motivés pour venir travailler en politique, qui ont fait ce qu'il fallait, donc énormément de présence, énormément de réseau pour arriver à être en poste, et puis qui arrivaient en poste, quelle expression que je pourrais utiliser, mais ils ont cramé comme des fusils d'un coup. Et ils sont repartis, pas en très bon état, et probablement avec un dégoût assez général de ce milieu-là. Ils sont partis faire autre chose, et tant mieux, mais ouais, il y a des parcours qui peuvent s'arrêter assez brutalement et un peu dans la violence, ouais. Et dans la violence et dans la souffrance, donc c'est pour ça aussi que j'ai décidé d'écrire ce livre, pour essayer de prévenir un petit peu, et c'est pour ça que c'est pas un manuel, c'est plus un guide où j'essaie de tracer les grandes lignes de attention, là c'est un peu mouvant, attention là vous risquez un peu ça, mais comme chaque parcours est singulier et bon, on ne peut pas tout prévoir, mais c'est vrai que voilà, c'est vrai qu'il y a eu des arrêts, il y a eu des morts symboliques, ouais. Donc, dans votre livre, toujours, vous mettez en avant la polyvalence comme étant une valeur assez importante pour être un bon collaborateur politique. Est-ce que vous considérez qu'il y a d'autres compétences essentielles à avoir pour ce type de poste, et si oui, lesquelles ? Alors oui, la polyvalence... La polyvalence, c'est vraiment une compétence importante, mais il y a aussi les questions d'adaptabilité qui est vraiment quelque chose d'important aussi. Adaptabilité, curiosité, résistance à la pression. En fait, le collaborateur politique, il est plongé dans un contexte, un milieu qui est, où rien n'est sûr, tout est mouvant et tout change d'une heure à l'autre. Donc il faut être prêt à accepter ça et avoir la capacité de rester calme en fait, au milieu de cet environnement qui est particulièrement tumultueux. Parce que c'est ça aussi qui fait de vous un bon collaborateur politique. Quand tout le monde est en train de péter un câble, de s'engueuler, de faire n'importe quoi, vous devez avoir la capacité de rester calme pour avoir cette capacité à faire un pas de côté et à pouvoir conseiller et faire des choses en ayant la tête froide. Sinon vous faites des bêtises.
et faire des bêtises en politique, parfois ça a des incidences un peu graves. Enfin, grave en tout cas pour les personnes pour qui vous travaillez et pour vous-même. Mais voilà, c'est cette compétence-là, il faut arriver à rester... alors c'est pas tous les jours facile, hein, c'est pas tout le temps très clair, mais il faut arriver à garder ce calme dans la tempête. Très bien, merci beaucoup. Au sein de ce livre, vous soulignez également que le travail politique implique des moments d'urgence intense, alternés avec des moments de calme plat. Tout ça dans une activité qui ne s'arrête jamais. Vous vivez politique 24 heures sur 24. Ainsi, pouvez-vous nous décrire une journée type au sein de la vie d'un collaborateur politique, si tant est qu'il en existe une? Alors, il n'y a pas de journée type, mais vraiment pas. C'est-à-dire que c'est typiquement le genre de travail où le matin, vous avez une vague idée de comment va se dérouler votre journée, et c'est quand même rare quand elle se déroule de la manière dont vous l'avez imaginé. Parce que vous êtes en fait la proie de tout cet environnement extrêmement mouvant, et donc un coup de fil, une actualité, un changement de programme législatif peut mettre par terre totalement l'agenda de votre journée, de votre semaine, sans compter que vous pouvez avoir votre patronne ou votre patron qui décide au dernier moment d'annuler 2 rendez-vous, de remplacer ça par un autre truc, de penser que finalement c'est plus important pour lui ou pour elle de monter quelque chose en urgence que vous n'aviez pas du tout prévu. Enfin, c'est vraiment cette ambiance-là. Donc vous essayez quand même d'avoir des plans de travail, notamment quand vous devez travailler un peu au long cours, des textes de loi, des amendements, des choses comme ça. Mais alors tout le reste part complètement dans tous les sens. Du coup, après, vous avez des invariants. Évidemment, les invariants, c'est arriver à traiter je ne sais même pas exactement combien on reçoit de mails par jour sur une boîte mail de députés, mais il y en a énormément. Donc, il faut arriver à les trier très rapidement et à extraire l'information pertinente et que ça ne vous prenne pas non plus super longtemps dans la journée. Il y a tout ce qui est travail de communication, réseaux sociaux divers et variés, communiqués de presse, tout ce qui est aussi préparation des prises de parole de votre élu, donc que ce soit là dans le cas où vous êtes collaborateur parlementaire à l'Assemblée, mais aussi à l'extérieur, en circo, etc. L'alimentation éventuellement d'un blog ou d'une newsletter, et le travail d'amendement, le travail sur les textes, les réunions de commission, voilà. Donc ça c'est tous les jours, vous avez ce genre d'agenda. Alors attention, parce que parfois j'ai entendu certains de mes collègues insister un peu sur le fait que effectivement on travaille tout le temps, c'est très très dur, c'est très très dur. Oui, c'est dur, mais en fait on travaille pas tout le temps. Et c'est bien ça le problème. En fait, le temps politique est un temps de travail extrêmement particulier. C'est-à-dire que vous avez des charrettes et vous êtes obligé de gérer des milliards de trucs sur 3 jours. Et puis ensuite, le temps, c'est comme si ça s'arrêtait. Et vous avez l'impression, vous savez plus ce que vous devez faire, etc. Et vous avez beaucoup moins de choses à faire. Et puis ça reprend d'un coup. Et puis, donc c'est surtout ce mouvement-là qui fait que vous avez l'impression... Alors, c'est pas une impression, on travaille énormément, mais on travaille, encore une fois, on travaille pas tout le temps. Et c'est pas plus simple en fait à gérer. Parce que par contre, on travaille en continu. Et effectivement, le week-end, il n'y a pas de week-end en politique. Ça n'existe pas le week-end en politique. Vous êtes les seuls de votre entourage à dire, tous les gens autour de vous disent « Ah, bon, on se voit vendredi soir ». Non, on se voit pas vendredi soir. On se voit samedi soir. Non, on se voit pas samedi soir non plus. Vous avez et il n'y a pas de vacances, etc., etc. Donc c'est plutôt le travail en continu et cette espèce de chose de contraction, dilatation du temps que vous n'arrivez pas à contrôler, qui, au bout d'un moment, vous mange petit à petit le cerveau et qui est dur à gérer. Mais bien évidemment que y a des semaines où on travaille énormément et puis il y a des semaines où on travaille moins, ce qui n'est pas forcément plus facile à expliquer aux gens de votre entourage. Typiquement, moi, le nombre de fois où j'étais obligé de me lever d'un repas de famille parce qu'il fallait absolument que j'envoie un truc, un communiqué de presse, un amendement, un machin, ça déjà c'est pas facile à expliquer, mais c'est pas facile aussi à expliquer quand vous n'avez pas grand chose à faire en fait entre 15h et 17h,
et donc on vous retrouve en train de mater une vidéo parce que vous êtes complètement cuit, mais par contre que 19 à 23h ou 19 à minuit, on ne peut pas vous parler parce que vous êtes à fond sur un truc, vous devez absolument suivre un débat, écrire un truc, etc. Les gens autour de vous, ils ne comprennent pas, ils vous disent tu bosses comme un imbécile, c'est toi qui ne sais pas t'organiser, enfin, c'est pas possible que ça se passe comme ça. Et si, ça se passe comme ça. Donc, comme vous venez de nous l'expliquer, très souvent, donc, le professionnel arrive, disons, dans la vie personnelle. Comment est-ce qu'on arrive, du coup, à gérer cette frontière? Comment est-ce qu'on arrive, malgré tout, à garder une vie privée quand on a un travail qui est aussi prenant et qui demande autant d'investissement? On n'y arrive pas, en fait. En fait, le truc, c'est que pour la plupart des gens qui bossent en politique, ils n'ont pas de vie privée, enfin, pas vraiment. Alors les élus, c'est encore pire, je crois. Les collaborateurs, on arrive quand même encore à garder quelques espaces, mais pour les élus, d'ailleurs, n'importe quel type d'élu, que ce soit maire, député, c'est des gens qui n'ont pas de vie privée, en fait, ou vraiment des choses qui ne ressemblent pas vraiment à une vie privée. C'est des espaces volés, etc. Donc c'est très compliqué à gérer, et en plus ça se fait, ça se gère pas dans la douceur et dans la discussion, parce que vous êtes très fatigué, vous êtes donc irritable, on vous reproche de ne pas avoir de temps privé par ailleurs, donc vous avez l'impression que vous êtes pris dans une tenaille, donc ça vous êtes encore plus irritable et encore plus fatigué. Enfin bon, c'est un peu donc on y arrive un peu avec le temps. Déjà on y arrive parce que au bout d'un certain temps, on sait vraiment prioriser le boulot, et on sait qu'il y a plein de trucs qui ont l'air extrêmement prioritaires et qui ne le sont pas du tout. Et on a les épaules aussi pour dire aux élus, non mais ça on fera plus tard, ça n'a aucun sens de le faire maintenant. Donc vous arrivez quand même à vous dégager un peu de temps malgré tout avec l'habitude, et puis parce que vous gagnez du temps aussi d'exécution. Je donne souvent un exemple aux étudiants, un communiqué de presse, la première fois que vous en faites un, vous allez mettre 1h30, 2 heures à le faire. Au bout de 5 ans, un communiqué de presse, vous l'écrivez en un quart d'heure. Et il est quasiment, vous le relisez une fois, il est prêt, quoi. Donc, vous arrivez à avoir des gains en fait de productivité, mais c'est surtout dans votre capacité à analyser ce qu'il faut réellement faire. Il y a quelque chose qui est très fatigant en politique, c'est que si vous prenez pas assez de champ, vous êtes tout le temps en train de défaire ce que vous avez fait juste avant. Et un conseil que je donne aux nouveaux collaborateurs politiques, c'est qu'il est très très urgent, quand on leur demande quelque chose de très très urgent, d'attendre pour le faire. Parce qu'en fait, les élus n'ont quasiment pas de compétences dans la priorisation du travail. Donc ils vont vous sauter dessus en vous disant « Fais ça tout de suite, c'est très 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 urgent, très 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 urgent ». Si vous le faites de manière très très urgente, 2 heures après, ils vont vous dire « Non, en fait, non, on fait autrement ». Donc ça ne sert à rien. Donc il faut attendre que la poussière retombe un petit peu pour arriver à définir ce qui était vraiment urgent ou pas. Très bien, merci beaucoup. Au sein de votre livre, très intéressant qui plus est, vous nous conseillez de lire, et lire même des idées avec lesquelles nous ne sommes pas forcément en accord. Ainsi, selon vous, est-ce que pour convaincre mieux, faut-il forcément tenter de comprendre les argumentaires et les manières de penser opposées ? Ouais, ça me semble assez incontournable. En fait, on a tous le même biais, c'est qu'on a tendance à lire des choses avec lesquelles on est d'accord. Parce qu'on est plus confortable avec ça, parce que ça vient aussi alimenter ce qu'on pense, ça vient renforcer nos manières d'argumenter les idées avec lesquelles on est d'accord. Mais le truc, c'est que c'est hyper intéressant aussi d'aller lire les gens avec qui on n'est pas du tout d'accord pour voir comment cette pensée-là, elle se structure, et surtout comment vous allez pouvoir ensuite venir l'attaquer. Parce que le but de la politique, c'est quand même la controverse, c'est quand même normalement l'échange d'arguments. Donc si vous ne maîtrisez pas les arguments d'en face, vous avez du mal à répondre, et puis ça ouvre l'esprit, y compris parce que c'est toujours intéressant de voir comment d'autres personnes voient le monde et voient la réalité. Ça vous permet aussi d'évoluer, pas de changer d'avis la plupart du temps, mais d'évoluer aussi dans certains aspects, dans votre manière de voir les choses, et ça vient l'enrichir. Alors aujourd'hui, je ne vous cache pas qu'on a un vrai problème, parce que pour que ça soit possible, il faut qu'on soit d'accord avec un minimum de réalité commune. C'est-à-dire que pour pouvoir débattre d'un sujet,
il faut qu'il y ait quand même un espèce de socle commun. Et là, on est quand même dans des discours politiques qui, de plus en plus, font fi de cette réalité commune. Et c'est pour ça, en fait, que le combat politique se radicalise, et dans l'invective, dans le combat, etc. Puisque, en fait, quand vous n'êtes pas capable de vous mettre sur un socle commun sur lequel vous allez débattre, ça ne veut pas dire que vous allez être d'accord à la fin de la discussion, ça ne veut pas dire que vous allez faire forcément des compromis, mais au moins, vous pouvez échanger de manière rationnelle. Si ce socle-là, il n'est plus le même, en fait, il vous reste que la violence, parce que vous ne pouvez pas échanger de manière rationnelle. Et c'est un peu là où ça coince aujourd'hui, à mon avis. Merci. Ah. Merci. Non, je crois qu'il ne mange plus. Merci. Donc, comme vous l'avez souligné à de nombreuses reprises et comme vous le mentionnez aussi dans votre livre, je cite, « La politique, cela peut s'arrêter très brutalement. Il faut l'avoir en tête en permanence pour se préparer au choc, le moment venu. » Donc concrètement, quand on est collaborateur politique, comment est-ce qu'on gère toute cette précarité autour de l'emploi? Est-ce qu'on l'imagine au quotidien? Est-ce qu'on attend que le temps passe? Oui, on l'imagine, alors peut-être pas au quotidien, mais on l'imagine, c'est quelque chose qu'on essaie d'avoir à l'esprit avec un rythme de travail effectivement qui ne permet pas forcément de voir les choses calmement, etc. Mais oui, vous travaillez avec l'idée que ça peut s'arrêter très vite, tout en espérant que ça ne s'arrête pas très vite, mais au final, moi j'ai appris que je perdais mon poste devant la télé un dimanche soir, parce que le président de la République avait décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Et j'étais pas tout seul, on était 2000. On a été 2000 personnes, ce qui représente un plan social dans le privé qui est quand même un gros plan social. Et ça c'est pareil, les médias n'en parlent pas. Quand vous avez un plan social dans le privé et que vous laissez 2000 salariés sur le carreau, ça fait quand même une petite brève dans les médias nationaux. Là, que le président, le fait que le président ait décidé de dissoudre l'Assemblée, oui. Le fait que ça laisse 2000 collaborateurs politiques sur le carreau, par contre, on n'en a pas vraiment parlé, ça avait l'air de poser problème à personne. Et donc, il y a cette violence-là. Alors là, c'est le cas extrême. C'est vraiment le... Mais en gros, vous pouvez être... en fait, les contrats de collaborateurs politiques sont faits de telle manière que vous pouvez être débarqué du jour au lendemain. Puisqu'en fait, il y a une clause, notamment dans les contrats des collaborateurs parlementaires, qui permet à votre député de vous virer pour... alors, je ne me souviens plus de la formulation exacte, mais en gros... pour rupture de confiance, mais sans que vous ayez fait quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il perd la confiance qu'il a mis à l'intérieur de vous et il décide de vous virer. Et c'est légal, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc oui, c'est des contrats qui sont précaires. Donc on essaie de s'y préparer, mais c'est pas toujours très facile. Après, juste un mot là-dessus, c'est-à-dire que, et c'est ce que je dis dans le livre, je pense qu'il y a eu une époque où le fait d'avoir travaillé en politique était une vraie plus-value pour aller trouver des postes derrière. Aujourd'hui, je suis plus tellement sûr que ce soit aussi puissant qu'il y a quelques années. J'ai même l'impression qu'en réalité, il y a une sorte de... Notamment, les acteurs du privé il y a une sorte de frilosité des acteurs du privé à aller prendre les gens qui viennent de la politique, et pas forcément, et pas que des gens, je pense que c'est effectivement plus difficile pour un collaborateur estampillé LFI d'aller travailler pour le Banque Capital. Donc voilà, il y a un truc, mais pas seulement. Il y a une frilosité un petit peu générale qu'il faut arriver à combattre. Parce qu'on vous considère un peu comme des électrons libres, comme on ne sait pas très bien, et c'est pour ça aussi que je pense que c'est important de faire de la pédagogie sur les métiers, y compris parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas en fait ce qu'on fait, vraiment, ce qu'on est capable de faire, ce qu'on fait au quotidien. Donc, ça reste un peu dans le flou, et ça aide pas forcément sur l'employabilité après. Bon, alors on arrive à retrouver du travail, mais voilà, il me semble qu'à une époque c'était plus valorisé. Très bien, merci beaucoup. Donc voilà, comme vous l'avez dit, la politique peut s'arrêter très brutalement. Maintenant, j'ai une autre question. Comment voyez-vous votre avenir politique, que ce soit sur le plan national ou également sur la scène internationale au sein de la politique? Alors, mon avenir à moi? Oui. Pour l'instant, je ne le vois pas vraiment.
Alors, tout simplement parce que si je voulais voir un avenir politique, ça serait, moi, passer de l'autre côté de la barrière et devenir élu, par exemple. Sauf que moi, j'ai travaillé plus de 10 ans avec des élus, et je sais quel est le prix à payer de devenir un personnage politique public. Et j'ai l'impression, en plus, que ce prix est de plus en plus lourd. Alors, c'est corrélatif à ce que je vous disais tout à l'heure sur l'absence de vie privée, par exemple. Ça, c'est une première addition. Mais il y a aussi le fait de toujours être embêté en fait, de ne pas pouvoir investir l'espace public sans se défaire de cette cape ou de ce déguisement d'élu. Et donc ça implique quand même, c'est un choix de vie qui est assez lourd, et c'est pour ça que j'ai beaucoup de respect moi, pour les élus, rien que pour ça, parce que, bon, alors les esprits cyniques diront que c'est contrebalancé par le pouvoir, mais le pouvoir ça fait pas tout quand même au quotidien. Il y a un vrai prix personnel à payer pour être élu, donc si on me proposait, ou si je décidais d'être élu, à l'avenir, ce serait vraiment à la suite d'une longue réflexion, et notamment d'une longue réflexion avec ma famille. Voilà. Parce que moi, des élus qui sont ne serait-ce que encore en couple, j'en connais pas tellement. Et bon, moi, ma femme, je l'aime bien pour l'instant. Voilà. Je peux prendre du contraire, on s'entend bien. Pas envie qu'elle parte, quoi. Donc vous considérez, enfin vous l'expliquez en tout cas longuement dans le livre, que le travail des collaborateurs se fait assez souvent dans l'ombre. Comment est-ce que vous pensez qu'on pourrait changer les choses et essayer de faire un peu plus connaître et reconnaître également ce travail-là ? Je pense qu'il faut faire de la pédagogie. Moi, c'est aussi pour ça que j'ai écrit ce livre. D'ailleurs, c'est lié à mon activité ici en intervenant. Quand j'ai commencé en fait à donner des cours pour former les futurs collaborateurs politiques, je me suis dit c'est quand même fou. Il y a très peu de ressources qui expliquent vraiment. Alors il y a des ressources un peu généralistes sur ce que c'est le monde politique, etc. Mais des témoignages en fait de gens qui ont travaillé dans ces milieux-là, il n'y en a pas. Alors pour des raisons qui sont un peu longues à expliquer, pas forcément très intéressantes, mais c'est vrai que les gens qui ont travaillé dans ce milieu-là, ils n'ont pas forcément envie de témoigner, ou ils passent à autre chose, ou ils ont quitté ce milieu-là vraiment tellement en mauvais termes qu'ils n'ont pas envie non plus de... Voilà. Et puis il y a eu la peur aussi pendant longtemps, une espèce de peur diffuse, parce que on risque absolument rien à témoigner du travail qu'on fait, mais dans la tête du collaborateur parlementaire, qui est lié au statut qui est extrêmement fragile. On n'aime pas parler, on n'aime pas témoigner parce qu'on se dit que d'une manière ou d'une autre, ça peut peut-être nous retomber dessus et nous empêcher justement de retrouver du boulot après. On est plongé quand même dans cette espèce d'ambiance qui est pas très confort. Et je pense aussi que c'est pour ça qu'il n'y a pas eu tellement de témoignages. Donc je pense qu'il faut faire de la pédagogie, expliquer vraiment voilà, ce qu'on fait, comment ça se passe. Et encore une fois, y compris par rapport aux médias. Je ne comprends pas qu'en 2025, les collaborateurs politiques, dans des articles, dans des organes de presse comme Libé, Le Monde, etc., soient encore appelés les petites mains. Non, on n'appelle pas les collaborateurs politiques des petites mains. Enfin, c'est au-delà du fait que ça représente... Vous voyez le symbole que ça donne, c'est pas possible. Donc on voit bien que même auprès des journalistes et des journalistes politiques, auprès desquels on est en contact quand même assez régulièrement, il faut y compris faire de la pédagogie en leur disant tu ne peux pas changer d'expression quand tu parles de nous. Déjà tu ne parles pas de nous souvent, mais alors essaye de le faire correctement, quoi. Donc voilà, il y a tout ce travail à faire, mais qui est un travail relativement simple en réalité. Et encore une fois, moi je ne demande pas que les collaborateurs politiques sortent de l'ombre. Sortent de l'ombre dans le sens soient mis en avant, c'est pas notre boulot, normalement. Nous, on est très bien en back-office à travailler. Notre travail, c'est vraiment d'accompagner les élus. Donc on n'a pas grand-chose à faire sur le devant de la scène. Mais sortir de l'ombre au sens où, en fait, on n'a rien à cacher. On peut très bien expliquer ce qu'on fait, comment on travaille, il n'y a aucun problème là-dessus.
Très bien, merci beaucoup. Vous mentionnez également dans votre livre que les collaborateurs parlementaires doivent souvent mener des réunions à la place des élus, que ce soit pour une absence ou par un manque de connaissance du sujet. Est-ce que cela vous est déjà arrivé? Et si oui, comment avez-vous géré la situation? Oui, ça nous arrive malheureusement souvent, parce que en réalité, les élus n'ont pas toujours le temps de préparer correctement les sujets des réunions, mais ils veulent quand même participer à ces réunions-là. Et moi, il m'est arrivé plusieurs fois, effectivement, de devoir mener en fait une réunion sur un sujet, sur un sujet avec d'autres collaborateurs d'élus, et où en fait nos élus parlaient d'autres choses parce qu'ils connaissaient juste l'intitulé de la réunion, mais on ne savait pas plus. Et quand ils avançaient des trucs, ils avaient tout faux parce qu'ils n'avaient pas eu le temps et on n'avait pas eu le temps de les préparer. Donc c'est des situations assez gênantes, mais qui arrivent assez fréquemment. En réalité, moi je pense qu'il y a un vrai souci sur l'agenda des élus. C'est-à-dire qu'on leur demande des choses que personne ne peut réellement assumer. Et donc, tant qu'on leur demandera des choses que personne ne peut réellement... Enfin, quand on est un être humain, on a besoin de dormir, on a besoin de manger, on a besoin de se reposer, sinon on pète les plombs. Et nous, on leur demande d'être des super-héroïnes et des super-héros et de tout savoir sur tout et d'être en capacité de se préparer sur tout. Ils ont une capacité de travail qui est limitée comme des êtres humains normaux. En fait, le fait d'être élu vous confère pas de super-pouvoir. Et on a une relation un peu bizarre en France par rapport à ça. Et donc, ça amène à les mettre dans des situations comme ça qui sont très honnêtement plaisantes pour personne, assez gênantes et voilà, et qui ne font pas avancer la machine, quoi. Donc je pense qu'on aurait tout intérêt, notamment à revoir de fond en comble l'agenda législatif, qui est c'est n'importe quoi. Moi, quand je suis arrivé en 2017 à l'Assemblée nationale, pourtant je travaillais tous les jours à l'Assemblée nationale, je suivais... Des fois, je me rendais compte qu'on avait voté des textes que je n'avais pas vu passer. Parce qu'on votait 3-4 textes à la fois. C'est n'importe quoi. On ne peut pas bien faire de la politique dans ce cadre-là. Ça ne marche pas. Merci. Vous expliquez aussi dans votre livre que la politique est un milieu de domination, et en particulier de domination patriarcale. Est-ce que vous trouvez en réalité que cette domination s'exerce vraiment et qu'il existe plus globalement un lien entre patriarcat et pouvoir politique? Oui, je crois qu'il y a un vrai lien entre patriarcat et pouvoir politique. Je ne fais que le mentionner dans mon livre, parce que je ne suis pas un spécialiste de cette question-là, et je conseille de lire notamment un autre ouvrage qui s'appelle Les hommes politiques, moi j'en fais du compost, de Mathilde Viau, qui est sur ce sujet-là très intéressant et très pertinent. Mais par contre, oui, je témoigne de ce que j'ai vu à l'Assemblée nationale et de comment ça se passe. Oui, il y a un vrai problème de domination masculine dans les lieux de pouvoir, et spécifiquement probablement dans les lieux de pouvoir, puisque c'est un mystère pour personne que c'est des lieux où c'est encore très compliqué pour les femmes de se faire une place. Je rends aussi, alors je ne sais plus si je le dis dans le livre, mais en tout cas quand j'en parle, je rends aussi à En Marche, ce qui est En Marche, parce qu'il faut reconnaître à En Marche en 2017 que c'est un mouvement politique qui a réussi à faire ce que d'autres n'ont pas réussi à faire, c'est-à-dire arriver à un niveau de candidature féminine aux législatives de 2017 qui avait quasiment jamais été atteint. Mais quand on voit par quoi ils ont dû passer pour arriver à ce résultat-là, on se dit qu'il y a encore énormément de travail. Donc les choses, en termes de représentation politique, se sont un peu améliorées à l'Assemblée nationale ces dernières années. Mais il y a encore, il faut déployer une politique extrêmement volontaire pour que les femmes se présentent aux élections, parce que pour plein de mécanismes qui sont très bien analysés et très bien décrits dans plein de bouquins, il y a notamment tout un processus d'autocensure qui fait que c'est très compliqué de convaincre des femmes d'aller sur ces postes-là. Et puis parce qu'effectivement, il y a des ambiances, y compris à l'Assemblée nationale, qui sont assez pesantes pour les femmes, souvent. Voilà. Et qu'il ne faut pas penser, vous savez, c'est comme le racisme.
il ne faut pas penser que... moi, je ne pense jamais que je suis exempt de ces choses-là. Je pense qu'il faut vraiment... une gymnastique, il faut toujours regarder ce qu'on dit, ce qu'on fait, comment on se comporte, et il n'y a que comme ça qu'on arrive à avancer. Moi, les gens qui me disent « Oh là, mais non, pas de ça chez moi, moi je suis super ouvert, les femmes, pas de problème, je suis pas raciste. » Réfléchis. Parce que probablement, attention, il faut être tout le temps en vigilance. On est obligé d'être en vigilance sur ce genre de domination, parce qu'elles sont structurelles. Donc ça ne sert à rien de faire le malin avec ça, on est tous soumis en fait à ce système-là. Les hommes, les femmes, on intériorise ces choses-là. Donc il faut se surveiller pour arriver à essayer de progresser un peu sur cette chose-là. C'est pour ça aussi que dans ce livre-là, et c'est des tout petits trucs, hein, moi j'essaye à mon petit niveau de faire des choses, qu'à chaque fois que je parle de collaborateurs, je parle de collaboratrices en même temps. Parce que ne serait-ce que l'emploi de la langue fait qu'on invisibilise, j'ai réussi à le dire du premier coup, les femmes dans plein d'endroits, mais notamment en politique. Très bien, donc voilà, encore beaucoup de choses à changer comme vous le décrivez. Vous déclarez également au niveau de l'abstentionnisme que ceci représente un appel à changer les modalités d'exercice du pouvoir. Cependant, à votre échelle, avez-vous des idées concrètes pour répondre à cette quête d'horizontalité ? Alors, des idées concrètes, oui, j'en ai certaines. Mais l'idée, c'est que aujourd'hui, encore une fois, c'est le problème de l'abstention, il est systémique. Et je pense, à titre personnel, qu'il est lié à qui sommes-nous aujourd'hui et comment on se considère, y compris dans la collectivité, dans la société, etc. Pour faire très rapide, à l'époque pas si lointaine, donc il y a une vingtaine d'années, des partis politiques traditionnels, on avait des gens qui allaient prendre leur carte dans un parti, qui participaient aux activités du parti collectives, et puis qui attendaient 10 ans, 15 ans, 20 ans, et peut-être au bout de 15 ans, 20 ans, on leur disait « Ah bah tiens, toi ça fait longtemps que tu es là, on va te présenter aux élections ». Enfin, c'était beaucoup comme ça, mais les gens étaient contents de participer à la politique de cette manière-là, de manière collective. Aujourd'hui, on est totalement, quasiment totalement sorti de ça, et on est face à des individus qui sont toujours aussi engagés, mais qui s'engagent plus à titre individuel. Et donc, il y a une espèce d'appétence, de relation plus directe avec le pouvoir, et y compris d'engagement plus direct. C'est-à-dire que moi, j'ai vu plein de gens arriver qui n'avaient jamais fait de politique, qui arrivaient, qui venaient me voir et qui me disaient moi, je veux bien filer un coup de main, mais je veux être sur les listes, je veux qu'on me propose des... Enfin, voilà. Donc, on était sur un changement de paradigme. Et donc, je pense que notre système politique doit aussi s'adapter à ces nouveaux désirs, parce qu'il y a toujours du désir des gens. C'est pareil, le désir de référendum, ou de RIC, ou vous appelez ça comme vous voulez, mais ce désir de démocratie directe, il vient de ce besoin d'être plus consulté, d'être de manière directe, et plus par l'entremise forcément de mouvements politiques. Donc il faut arriver à repenser notre système politique de cette manière-là, et repenser notre système politique, c'est quelque chose qui est super complexe. Parce que dès que vous touchez quelque chose, ça fait bouger le reste, et donc, moi je suis d'accord pour qu'on essaye des choses, qu'on mette en place des choses, mais il faut qu'on arrive à le faire dans un espace vraiment de réflexion, posé. Moi je considère dire ouais, on va changer la Constitution comme ça. Enfin, non, si on change la Constitution, si on change notre système politique, il faut le faire en ayant en tête tout ça. Donc après, il y a plein d'idées, justement, pour rendre un petit peu le pouvoir aux citoyens et surtout les sortir de ce système de je vais voter tous les 5 ans et puis ensuite j'ai l'impression d'être méprisé. Voilà. Bon, après, il faut faire attention aussi parce qu'en France, on a une culture du politique qui est très particulière et nos femmes et nos hommes politiques, comme je commençais à le dire tout à l'heure, on a une relation hyper ambiguë avec eux. C'est-à-dire que on a compris la démocratie représentative d'une manière très, je trouve assez radicale. C'est-à-dire qu'en gros, c'est tiens, je te donne le pouvoir, débrouille-toi avec ça, je veux plus en entendre parler, mais par contre, dès que tu fais un truc, je vais me mettre à te détester tout de suite. Et ça peut pas marcher, en fait.
Il y a un truc qui ne marche pas, je pense que c'est pas bon pour les femmes et les hommes politiques, je pense que c'est pas bon pour la démocratie. Je pense qu'à un moment donné, il faut retrouver des espaces de respiration. Est-ce qu'il faut réfléchir à des idées de mandat impératif, par exemple? Je ne sais pas, mais si on y réfléchit, élire quelqu'un sur un nombre de choses sur lesquelles il s'engage, mais vraiment pas des éléments de campagne dont tout le monde sait qu'ils ne sont pas respectés, puisqu'on se tient tous par la barbichette, celui qui vote comme celui qui fait ses éléments de campagne. Un truc qui dit, bon, ben voilà, moi, vous allez m'élire et je ferai ça, 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 et si je sors de ça, eh ben, je redonne mon mandat à quelqu'un d'autre. Enfin, c'est dans cet esprit-là de plus de contrôle et de plus de répartition, d'une meilleure répartition du pouvoir, je pense qu'il faut creuser parce que voilà, encore une fois, sinon vous mettez toute la pression sur des élus, de toute manière, et vous savez très bien que ça ne va pas marcher. Je pense que la politique, même si on vit dans une société qui est hyper individualisée, la politique, ça reste quelque chose de très collectif. De très très collectif. Donc il faut arriver à repenser le système là-dessus. Mais certainement pas en disant oui j'ai tout compris, je balaye tout, je recommence. Il faut faire ça vraiment dans la complexité et donc il faut du temps. Merci pour votre réponse. Une dernière question pour terminer. Vous dites dans votre livre, je cite, « La définition du monde et de nos sociétés est et doit rester un lieu de lutte à défaut de tomber dans le totalitarisme le plus total. » Selon vous, à travers de quoi doit passer cette lutte? La lutte, c'est la définition même de la démocratie. S'il n'y a pas de controverse, il n'y a pas de démocratie. Et ça, c'est... Alors, dit comme ça a l'air vraiment tout à fait stupide. Mais si vous réfléchissez bien au monde dans lequel on vit, c'est pas si stupide que ça. Parce qu'en réalité, on est un peu à un moment de l'histoire où on ne cherche plus la controverse, on cherche vraiment, définitivement, à imposer sa vision du monde à l'autre. Mais pas de manière forcément violente ou coercitive. C'est-à-dire qu'on est dans un monde où, quand quelqu'un dit « moi je suis pas d'accord avec toi », on lui répond « non, mais si t'es pas d'accord, c'est parce que t'as pas compris ». Non, en fait, je suis pas d'accord, mais j'ai très bien compris ce que tu me dis, mais je suis pas d'accord avec ça. Ouais, et on a de plus en plus de mal à supporter justement le désaccord, qui contrairement à ce qu'on dit, qui n'empêche pas de vivre tous ensemble. Mais personne ne doit vous forcer à être d'accord avec des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Et ça n'empêche pas, encore une fois, de vivre les uns à côté des autres. Et on a perdu, je trouve, un petit peu ce qui fait, pour moi, le sel de la politique, qui est la controverse, quoi. Enfin, je veux dire, le fait de ne pas être d'accord, de défendre des idées. Et encore une fois, défendre des idées, c'est pas vouloir atomiser l'autre ou le pousser dans ses derniers retranchements pour qu'il vous dise finalement oui, je suis d'accord avec toi. Non, c'est juste en fait essayer de décrire le monde le plus fidèlement possible avec la manière dont vous le voyez. Et voilà, et en dehors de ça, effectivement, on est sur des sociétés totalitaristes. Enfin, très honnêtement, les États-Unis aujourd'hui, le Brésil, l'Italie, enfin, il y a plein de pays aujourd'hui qui ne donnent pas des bonnes nouvelles par rapport à la controverse démocratique. Pas démocratique. Enfin, moi, voilà, c'est des choses qui sont en route, et je pense qu'il faut, surtout en France, la France, c'est toujours targué d'être un espèce de phare dans la nuit, les lumières, tout ça. Ouais, ok, prenons ça au sérieux. Soyons le pays où on résiste sur ces questions-là et où la notion de démocratie, elle a encore du sens. Étant donné que, bon, sur d'autres volets, style l'industrie, on voit bien que ça ne marche pas, gardons la démocratie, ça peut être pas mal aussi. Vous avez tout à fait raison. En tout cas, merci beaucoup pour toutes vos réponses à nos questions. Merci. Nous allons dorénavant passer aux questions de nos étudiants. Donc si vous en avez, n'hésitez pas. Que ce soit vraiment sur la politique française, internationale, n'hésitez pas. Bonjour monsieur, merci beaucoup pour votre conférence qui était passionnante. J'avais une petite question toute simple. Vous nous avez dit que le travail de collaborateur parlementaire était un travail presque à plein temps, assez compliqué, etc. Mais je pense que certains d'entre nous ici pourraient être très intéressés par ce travail. Est-ce que vous avez des arguments peut-être plus positifs que on travaille beaucoup, etc.
Par exemple, vous, concrètement, qu'est-ce que ça vous a apporté ce travail? Merci. Oui, alors effectivement, là, on s'est un peu focalisé sur les choses difficiles. Moi, déjà, j'y suis resté 7 ans. Moi, je n'ai jamais passé 7 ans dans un travail, c'est mon plus gros score. Non, ce que j'ai trouvé, c'est que c'est absolument passionnant. C'est-à-dire que c'est vraiment le genre de... alors évidemment, pour les gens qui supportent l'instabilité, encore une fois. Il y a des gens, dans le milieu du travail, ils n'ont pas envie en fait, d'être dans l'instabilité, dans le mouvement. Ils ont plus envie d'être sur un truc un peu plus pépère et de garder du temps pour faire d'autres choses, etc. Mais, très objectivement, c'est passionnant puisque, en plus, vous voyez passer les sujets politiques, ça couvre l'essentiel en fait de la vie. Donc vous êtes obligé de vous intéresser à plein de choses, vous réfléchissez à plein de choses, vous êtes au contact de gens, parce que ça c'est quand même Moi je pense que c'est la chose qui m'a le plus bluffé à l'Assemblée nationale. Je suis très critique avec pas mal de choses, mais le truc qui est absolument magique là pour le coup, c'est qu'un député, il peut envoyer un mail à peu près qui il veut, en lui disant vous travaillez là-dessus, moi j'ai besoin d'infos, venez me voir, venez m'expliquer ce que vous faites. En général, la personne vient. Donc en fait, à l'Assemblée nationale, vous avez la possibilité d'assister à des auditions de gens absolument passionnants, extrêmement pointus scientifiquement, ou des grands philosophes, ou des gens comme ça, auxquels vous n'aurez jamais eu un accès direct en temps normal. Et ça, je trouvais ça absolument fou, quoi. C'est comme une énorme bibliothèque vivante que vous pouvez convoquer à peu près quand ça vous chante. Et puis il y a le sens du travail. C'est-à-dire que normalement, si vous décidez d'aller dans ce genre de voie, c'est que vous avez des convictions sur le monde, comment il doit évoluer, ce que vous avez envie de faire dedans, ce que vous avez envie de défendre. Et ça, aujourd'hui, avoir du sens au travail, il paraît que c'est une des choses qui compte le plus aujourd'hui pour les gens, et moi je souscris assez à cette chose-là. C'est-à-dire que moi, le matin, même si j'étais très fatigué, la plupart du temps, il y avait quand même un sens à ce que j'allais faire, quoi. Et ça n'a pas de prix. Et puis, il y a un côté, comme c'est totalement instable, mouvant, etc., il y a un côté rock'n'roll, quoi, qui, moi, me plaisait bien, quoi. Voilà. J'ai toujours eu peur de m'ennuyer, là, c'était rare quand même quand je m'ennuyais, quoi. Donc si vous avez envie de faire ça, allez-y. Je veux dire, et vraiment, c'est vraiment passionnant. Voilà, donc merci beaucoup. En tout cas, je vous conseille vivement de lire ce livre, puisque c'est vraiment une réserve très intéressante de connaissances vraiment sur le monde politique et l'emploi de collaborateurs parlementaires. Donc voilà, merci à vous pour votre présence et merci à vous pour